soyez les bienvenus dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Françoise Sercollet, une grande spécialiste herpétologue au Muséum d'Histoire Naturelle et j'ai plein de questions à lui poser. Bonjour à tous, je m'appelle Françoise Sercollet, je travaille au Muséum national d'Histoire Naturelle à Paris, au Jardin des Plantes, et j'appartiens au service Patrinat, c'est-à-dire patrimoine naturel, qui s'occupe de toute la faune, de la flore, de la géologie française et outre-mer. Et j'occupe les fonctions d'herpétologue, donc spécialiste reptiles et amphibiens de la faune française, donc les serpents, les lézards, les tortues, mais aussi les grenouilles, les crapauds, les tritons et tous ces animaux que les gens, pour la plupart, n'aiment pas. Et du coup, je fais de la médiation scientifique, c'est-à-dire que j'essaye de tordre le cou à toutes les bêtises que l'on raconte sur ces animaux afin d'amener une certaine connaissance scientifique pour les réhabiliter et donc mieux les protéger. En premier lieu, comment t'es venue cette passion pour les reptiles et les amphibiens? Cette passion, elle est née quand j'étais toute petite. Je devais avoir 7-8 ans, quelque chose comme ça. Et j'allais en vacances chez mon parrain et ma marraine. Et derrière la maison, il y avait un marais. Et du coup, j'attrapais les grenouilles pour leur faire des bisous, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Non pas pour avoir un prince charmant, à l'époque je m'en fichais complètement, mais juste par amour. Après, ma passion pour les reptiles, elle est née un petit peu plus tard, je devais avoir, 10-12 ans. Et j'avais un papa qui m'avait expliqué que les serpents, c'était des sales bêtes, que les lézards, il fallait les tuer à grands coups de talon, enfin bon, bref. Il m'avait vraiment fichu la trouille, donc des serpents. Et un jour... dans ce point d'eau, il y avait un serpent. Et là, ça a été le coup de foudre, mais vraiment un coup de foudre. Je le trouvais super beau, je trouvais que c'était très élégant, ce mouvement dans l'eau. Ça a été vraiment le début d'une passion pour ces animaux. Une passion dont j'ai eu la chance de faire mon métier. Pourquoi devrait-on bien aimer les serpents? Parce qu'ils sont souvent vus comme des créatures dangereuses, venimeuses. Donc, c'est quoi la réalité derrière tout ça? Il est vrai que ce sont des animaux qui sont potentiellement dangereux. En France, nous avons 14 espèces de serpents, dont 4 espèces de vipères, mais nous avons 10 espèces de couleuvres. La vipère est une espèce mais hyper placide. C'est un amour, la vipère. La couleuvre, elle peut vous faire face, et si jamais vous essayez de l'attraper, elle va vous mordre. Mais ça fait quand même maintenant plus de 10 ans que nous ne déplorons pas de mort avec un serpent venimeux. Alors, bien évidemment, un serpent peut mordre, oui, peut y avoir donc une morsure défensive, avec ou sans venin, parce qu'une morsure n'est pas suivie obligatoirement d'une envenimation. Le serpent, il peut mordre et ne rien injecter du tout. C'est lui qui choisit. Et comme ça lui demande quand même de l'énergie que de fabriquer ce venin, obligatoirement, il va la garder il va garder son venin pour lui parce que le venin, ça sert à tuer, immobiliser le plus rapidement possible la proie et ça sert à la digestion de celle-ci. Donc il ne va pas paumer son venin pour nous, nous ne sommes pas une proie pour cet animal. Une vipère, elle joue sur le fait qu'elle a des zigzags en forme de dessin sur le dos et c'est « je ne bouge pas, je suis caché ». Donc effectivement, si elle ne s'est pas sauvée, vous pouvez vous asseoir dessus. Donc faites gaffe quand vous ramassez les fraises où vous mettez votre corps. Quand on va dans la nature, on fait attention où on met ses mains, on fait attention où on met ses pieds et où on met ses fesses. Je dirais tout est une question de bon comportement vis-à-vis de ces animaux. On leur fout la paix, ils vous foutront la paix. Et si on essayait d'identifier, on va dire,
l'utilité, entre guillemets, des serpents dans les écosystèmes. Il faut toujours montrer que ça soit utile. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis encore de nous, mais comme s'il n'y avait que nous sur la planète. Les serpents, ils ont leur place dans la nature. Ce sont des animaux qui vont réguler d'autres populations, comme par exemple les micro-mammifères, comme les rongeurs, etc. Mais ce sont des animaux qui ont leur place, et pas forcément leur place pour apporter quelque chose à l'homme, quoi. Vous allez avoir donc des généralistes, comme la couleuvre verte et jaune ou la couleuvre d'Esculape par exemple, qui elle va avoir une prédation sur les micro-mammifères, mais elle va monter dans les arbres pour se nourrir d'oiseaux par exemple. Au même titre que vous avez des serpents en France qui vont manger des insectes. Eh oui, vous allez avoir des spécialistes comme la vipère d'Orsini qui va manger donc des insectes, ou la coronelle qui, elle, va être saurophage ou ophiophage, donc qui va manger des lézards ou des serpents. Et vous allez avoir donc d'autres serpents qui vont se nourrir par exemple, de poissons, de grenouilles. Je pense par exemple à la couleuvre vipérine. Et c'est un animal complètement inoffensif, mais vraiment... il n'y a pas plus inoffensif que ça, mais on l'appelle l'aspic d'eau pour bien faire peur aux gens avec l'aspic, la vipère aspic, etc. Donc vous voyez, l'alimentation et la prédation donc, chez les serpents, elle est relativement vaste et elle ne s'adresse pas qu'à une seule catégorie de proie. Le serpent que tu avais vu quand tu étais petite, c'était... C'était une couleuvre vipérine. D'accord. Donc c'est une couleuvre que les gens prennent pour une vipère, d'ailleurs couleuvre vipérine, c'est pas pour rien, parce que la plupart des gens, malheureusement, ne savent pas faire la différence entre une vipère et une couleuvre, par exemple. Vous savez, vous, faire la différence entre une couleuvre et une vipère? Il y a une histoire d'œil, non? Oui, il y a une histoire d'œil, oui. À savoir que donc chez la vipère, pour pouvoir la reconnaître, la pupille de la vipère, elle est verticale, comme un œil de chat. Alors que chez la couleuvre, la pupille, elle est ronde. Tu as également, chez la vipère, plusieurs rangées d'écailles entre l'œil et la bouche. Chez la couleuvre, tu n'as qu'une seule rangée d'écailles. La queue va être aussi un critère d'identification. Chez la couleuvre, la queue, elle est longue et effilée, alors que chez la vipère, elle est courte. On dirait qu'elle est vraiment brusquement rétrécie. Combien de temps vit un reptile? Avec ou sans homme? L'âge, pour moi, c'est pas significatif, surtout dans les conditions actuelles de destruction de notre habitat. Si on détruit l'habitat d'un animal, obligatoirement cet animal-là va disparaître. Après, tout dépend aussi des espèces. Donc, je dirais 10-15 ans pour un serpent, c'est déjà pas mal. Mais c'est quelque chose qui va dépendre de l'espèce, ça va même dépendre du sexe de l'animal. Une vipère, une femelle qui se reproduit, d'accord ? Soit une fois qu'elle a fini de se reproduire, qu'elle a mis ses bébés au monde, puisque c'est vivipare, soit elle arrive à retrouver suffisamment de nourriture pour se refaire une santé et à ce moment-là pour vivre, soit elle meurt après une mise bas. On touche au facteur d'érosion de la biodiversité. Ouais, c'est ça. Quel est l'impact du changement climatique, puisque tu l'as mentionné exactement sur ces espèces-là? Ça a obligatoirement des conséquences, même sur des animaux qui adorent la chaleur. Par exemple, si on reprend l'exemple de la vipère d'Orsini, donc, qui est une bête qui vit donc, en altitude, d'accord ? Avec le réchauffement climatique, on voit remonter donc, les arbres, donc les pins. Donc ça remonte sur la montagne, si vous préférez. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Ça referme le milieu. Donc il y a moins d'orthoptères, donc il y a moins de bouffe pour les vipères, donc c'est un problème. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose également, c'est qu'avec ce réchauffement climatique, vous avez des espèces, et notamment des prédateurs, qui sont en train de remonter, eux aussi. Je pense par exemple à la couleuvre verte et jaune, dont je parlais tout à l'heure, qui est une mangeuse de vipères. Donc, la couleuvre verte et jaune est en train de remonter et elle boulotte
donc les vipères d'Orsini. Donc voilà un exemple de ce que peut être donc l'impact du réchauffement climatique sur les espèces. Donc il y a un impact qui est lié au dérèglement, mais est-ce qu'on a par exemple des espèces invasives de serpents ou Alors pour l'instant d'amphibiens en France, je touche du bois, on n'a pas de serpents introduits envahissants. Okay. D'accord. De ce que je comprends, la plupart des amphibiens et des reptiles sont aujourd'hui protégés en France. Tout à fait. Mais qu'est-ce que ça implique exactement, le fait qu'ils soient protégés? Alors ça implique déjà qu'ils sont sous le couvert de la loi. Donc ils sont intégralement protégés, donc vous n'avez pas le droit de tuer un serpent, vous n'avez pas le droit de le mutiler, vous n'avez pas le droit de le déplacer, bref, vous n'avez pas le droit d'y toucher, tout simplement. Vous encourez une amende de 150 000 €, de 3 ans de prison ferme. Nous faisons partie de cet écosystème et le fait de détruire donc une partie de cet écosystème, c'est vrai que nous détruit aussi. Pourquoi détruire un serpent? Parce que vous en avez la trouille? Voilà, il faut accepter le fait qu'il y ait des espèces qui soient différentes de l'homme, au même titre que vous avez des voisins qui ont une autre mentalité que vous, et ça, voilà, ça fait partie de la vie, et il faut avoir l'esprit un peu ouvert, quoi. Dans nos activités, chez nous, déjà en général, on est des ICPE, on est réglementé, on ne détruit pas des espèces protégées, il y a toutes des demandes d'autorisation à mettre en œuvre. Une ICPE, c'est une installation classée pour la protection de l'environnement. C'est généralement une exploitation industrielle, dans notre cas un site Veolia par exemple, susceptible de provoquer des risques et des pollutions vis-à-vis de l'environnement. Ces sites classés ICPE doivent respecter des réglementations pour prévenir de certains risques. Mais alors, au-delà de respecter cette réglementation, on essaye aussi de mettre en place des mesures favorables à ces différentes espèces. Des mesures compensatoires? Non. Même en dehors des compensations réglementaires, c'est juste des mesures, j'ai envie de dire, qui sont là pour favoriser l'accueil de la biodiversité. Quels conseils on peut leur donner pour justement favoriser ou donner un coup de pouce à ces espèces-là qui sont protégées, justement? Alors, il y a pas mal de choses, effectivement, que l'on peut faire. La première chose, c'est ne plus détruire les mares et ne plus détruire donc les points d'eau. Je dirais, quitte à recreuser des mares, ça c'est franchement donc l'idéal, c'est de recreuser des mares et surtout éviter tous les polluants, tous les intrants qui vont avoir un impact donc sur ces animaux. On comprend bien que si on veut protéger les grenouilles et les tritons par exemple, qui sont des animaux qui ont une peau nue, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'écailles. On comprend bien que toutes les saloperies que l'on balance dans la nature, genre pesticides, ça va vraiment avoir un impact destructeur. Éviter également tout ce qui est coupe. Alors c'est bien de laisser les haies, mais il faut laisser, je dirais, les herbes pousser à la base des haies. Pourquoi? Parce que ce sont des endroits où les animaux vont, je dirais, cheminer, où les animaux comme les serpents, par exemple, vont thermoréguler. Donc, si on tond la base des haies, les animaux ne peuvent pas se mettre en héliothermie parce qu'ils sont visibles des prédateurs. Donc, il faut laisser le pied des haies foisonnant. Vous pouvez laisser aussi des tas de bois, parce que les tas de bois, c'est pareil, les tritons vont aller dessous, les salamandres vont aller dessous, donc ce sont toujours des abris. Donc, favoriser donc, tout ce qui est abri. De plus, il y a une chose aussi dont on ne parle pas souvent, ce sont les pièges. Et les pièges, je pense par exemple au regard d'eau. Vous savez, ça fait un trou. Voilà, et du coup, les animaux tombent dedans et les animaux ne peuvent pas en sortir. Donc, à cela, il y a deux possibilités. Soit on rend le regard donc, hermétique de façon à ce que les animaux ne tombent pas dedans, soit ce n'est pas possible, et à ce moment-là, on met une planche, on met un petit grillage, on met des branches,
de façon à ce que les bêtes puissent sortir par eux-mêmes. Et ça, c'est, je dirais, c'est aux propriétaires du parc de faire tout le tour de ce qui peut servir de piège pour la petite faune et de faire en sorte soit que ça ne soit plus du tout des pièges, soit de faire des échappatoires. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Pareil pour les gros réservoirs d'eau, installer des remontées pour les animaux qui tombent dedans. Je pense par exemple aux fontaines. Les fontaines, ça peut, pour certaines espèces, être vraiment des pièges mortels. Je pense à la salamandre noire et jaune. La salamandre noire et jaune, c'est une espèce terrestre. D'accord ? La queue, elle est cylindrique. Donc les salamandres ont beaucoup de mal à nager. D'ailleurs, les salamandres mâles ne retournent jamais dans l'eau. Seules les femelles vont dans le milieu aquatique pour mettre bas leurs larves. Et donc, du coup, elles vont dans ces fameuses fontaines. Et s'il y a très peu d'eau, elles ne peuvent pas ressortir et elles se noient. Ouais. Donc, on met un petit grillage, voilà, de façon à ce que les animaux puissent sortir d'eux-mêmes. Et alors, du coup, nous, ce qui nous arrive, ce qu'on fait parfois sur nos sites, c'est de recréer des mares pour accueillir les amphibiens qui, globalement, ont une image positive et on a envie de leur donner un coup de pouce, même si ce n'est pas qu'à ces animaux-là qu'on va donner un coup de pouce quand on crée une mare. Mais on se demande toujours comment être sûr qu'en fait, la mare, elle va être peuplée d'amphibiens. Eh bien, vous ne pouvez pas être sûr à 100%, dans le sens où il faut déjà faire un état des lieux pour savoir si vous avez des animaux dans le coin. Après, au niveau amphibien, parce que de toute façon, votre mare, elle sera colonisée par les insectes. Il faut déjà savoir si vous avez des amphibiens dans le coin. Donc c'est vrai que faire appel à une association pour faire une étude des amphibiens du coin, c'est sympa. Voilà. Un inventaire. C'est faire un inventaire, c'est toujours intéressant, surtout que les inventaires viennent après chez moi, dans mon service. Donc c'est très bien, ça permet d'avoir une idée des populations et des absences-présences de ces animaux dans la nature et dans notre pays. Donc ça, c'est toujours très, très intéressant. Après, surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'aller chercher les animaux. Pour venir les mettre. Voilà, pour venir les mettre dans votre mare que vous venez de créer. Alors déjà, parce que c'est interdit par la loi, d'accord ? Parce qu'ils sont protégés. Parce qu'ils sont protégés, donc vous n'avez pas le droit. Mais c'est surtout, encore une fois, là, avec l'esprit des lois, c'est qu'en allant chercher donc des animaux à trifouiller les oies, par exemple, pour les amener dans votre mare, vous pouvez amener des espèces introduites envahissantes. Ça, c'est la première chose. Mais vous pouvez également ramener des pathogènes, donc des animaux peut-être même de notre écosystème, mais qui sont malades. Donc du coup, vous ramenez donc cette maladie dans un endroit où la maladie n'existait pas. Et c'est pourquoi c'est interdit de déplacer les animaux, parce que vous risquez d'amener des animaux introduits envahissants et les maladies qui sont liées. Et ça, c'est vraiment très très important à comprendre. Alors, dernière question. Quelle est l'espèce la plus fascinante de toutes pour toi ? Alors là, franchement, j'ai vraiment beaucoup de mal parce que elles le sont toutes. Bon, la couleuvre verte et jaune, elle est superbe, même si c'est notre sale caractère. Voilà, elle est extraordinaire. De voir une vipère péliade qui bouge plus, ou même de voir une salamandre redressée sur ses pattes, parce que le mâle cherche les femelles. Mais je trouve ça, absolument extraordinaire. Et je pense que les traits de vie de ces animaux sont fascinants. Il n'y a pas une bête qui va dominer une autre. Je les mets toutes dans le même panier, je les aime toutes, quoi.
Vraiment, ce sont des animaux extraordinaires. Oui. Déjà, merci beaucoup pour l'interview. J'espère que les gens verront les serpents et les crapauds, grenouilles et compagnie autrement. Et puis, protégeons au maximum nos espèces dans nos jardins et dans nos forêts, parce que, voilà, ça fait partie de notre écosystème. Et encore une fois, qui sommes-nous, nous les humains, pour nous donner le droit de vie ou de mort sur une espèce telle qu'elle soit. Merci à vous. Merci. Et je t'ai pas fait la grenouille aussi, parce que ça fait...